Mon mari pleurait sur scène aux funérailles de notre fils. Il a dit, si seulement j'avais su qu'il souffrait. Tout le monde acquiesçait. Mais alors, un garçon discret au fond s'est levé. Il a demandé, dois-je leur dire ce que tu as fait dans le gymnase ce jour-là? Le micro est tombé. Le visage de mon mari est devenu blême. Et la vérité a éclaté. Je m'appelle Mélissa et j'ai 38 ans. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, j'aimerais savoir d'où vous venez. Laissez-le dans la section des commentaires ci-dessous. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour entendre d'autres histoires comme celle-ci. Le funérarium sans le lys et le chagrin. Je suis assise au premier rang, les mains si serrées que mes jointures sont devenues blanches, regardant des étrangers défiler devant le cercueil de mon fils. Jacob, 14 ans, mon bébé qui se blottissait dans mon lit pendant les orages, qui demandait encore des pancakes aux pépites de chocolat le dimanche, même s'il avait commencé à prétendre qu'il était trop vieux pour ça. Je ne ressens rien et tout à la fois. L'engourdissement est une grâce, je pense. Il me maintient droite. Il m'empêche de crier. Daniel me touche l'épaule et je sursaute. Mon mari depuis 16 ans, et son toucher me semble étranger maintenant. Il pleure depuis 3 jours d'affilée. Des larmes abondantes, de celles qui laissent les yeux gonflés et rouges. Tout le monde continue de me dire à quel point il est fort, à quel point il est courageux. Au moins, vous avez l'un l'autre, disent-ils, comme si perdre Jacob était quelque chose que nous pouvions soustraire à notre mariage et avoir encore quelque chose d'entier. C'est le moment, murmure-t-il, et je le regarde marcher vers le podium. Son costume noir lui va parfaitement. Il avait insisté pour en acheter un nouveau. Jacob mérite que nous soyons sous notre meilleur jour, avait-il dit, et j'étais trop vide pour discuter. La salle tombe dans le silence alors que Daniel agrippe les bords du podium. Quand il parle, sa voix se brise sur chaque troisième mot. Jacob était. Il était la lumière de nos vies. Un garçon brillant, si talentueux, si plein de potentiel. Il marque une pause, pressant son poing contre sa bouche. La foule se penche en avant, attirée par sa douleur. Si seulement j'avais su qu'il souffrait. Si seulement il m'avait parlé. J'ai tellement essayé d'être le père dont il avait besoin. Je l'ai poussé. Oui, peut-être un peu trop fort parfois, parce que je voulais qu'il soit fort, qu'il soit prêt pour ce monde. Une femme derrière moi murmure à son mari à quel point Daniel était un père dévoué. Toujours aux entraînements de Jacob, toujours bénévole. Je veux me retourner et lui dire que la dévotion et l'amour ne sont pas la même chose, mais je ne sais pas pourquoi cette pensée me traverse l'esprit. Jacob était sensible, continue Daniel. Trop sensible pour son propre bien. Peut-être que le monde était trop lourd pour lui. J'aurais dû le voir. J'aurais dû. Il s'effondre complètement et l'entraîneur adjoint de l'équipe de basket de Jacob se précipite pour le soutenir. C'est alors que je remarque le garçon au fond de la salle. Le camarade de classe de Jacob. Il est assis avec sa tante, les mains si serrées qu'elles tremblent. Alors que tout le monde regarde Daniel avec sympathie, Léo le fixe avec quelque chose d'entièrement différent. La peur. La colère. Sa mâchoire est serrée et quand Daniel dit « J'aurais dû mieux le protéger », Léo secoue effectivement la tête. Daniel termine son éloge funèbre par une citation sur les anges rappelés trop tôt au ciel. Les gens pleurent. Ma sœur me tend la main pour la serrer, mais je continue de regarder Léo. Il a l'air d'être sur le point de vomir. Quelqu'un d'autre veut-il dire quelque chose sur Jacob, demande doucement le directeur des pompes funèbres. La salle reste silencieuse un moment. Puis lentement, tremblant, Léo lève la main. Tout le monde se tourne. Sa tante essaie de lui tirer le bras vers le bas, mais il se lève. Dois-je? Sa voix se brise. Il s'éclaircit la gorge et essaie à nouveau, plus fort cette fois. Dois-je leur dire ce qui s'est réellement passé dans le gymnase ce jour-là? Les mots flottent dans l'air comme une accusation. Daniel se raidit. La couleur quitte son visage si rapidement. Je pense qu'il pourrait s'évanouir. Je suis désolé, mon fils. Quoi? Commence le directeur des pompes funèbres. Léo. La voix de Daniel est maintenant tranchante. Rien à voir avec le père brisé des moments précédents. Léo, tu es confus. Tu es en deuil. Nous le sommes tous. Je ne suis pas confuse, dit Léo. Mais sa tante est déjà en train de le tirer vers la porte. Je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que tu.
Ce garçon est traumatisé. Annonce Daniel à la salle, sa voix redevenue calme, reprenant le contrôle. Lui et Jacob étaient proches. C'est ainsi que le deuil se manifeste parfois. Nous devons être compréhensifs. Mais je le vois. La fraction de seconde où le masque de Daniel glisse, où quelque chose d'autre transparaît. La peur. Les funérailles continuent, mais elles sont désormais fracturées. Les gens murmurent. Ils jettent un coup d'œil au siège vide de Léo, à Daniel, à moi. Quand tout est terminé, quand nous rentrons à la maison et que Daniel est sous la douche, je m'assieds sur le lit de Jacob et rejoue les mots de Léo en boucle. Qu'est-il arrivé ce jour-là dans le gymnase? La mort de Jacob avait été classée comme un suicide. Il avait été trouvé dans le gymnase de l'école après les heures, après l'entraînement de basket-ball. Daniel avait été celui qui l'avait trouvé. Daniel l'avait tenu alors qu'il mourait. Daniel avait été la dernière personne à le voir vivant. Je pense aux dernières semaines de la vie de Jacob. À quel point il était devenu silencieux. À quel point il avait commencé à sauter le petit déjeuner, prétendant qu'il n'avait pas faim. Les ecchymoses sur ses bras qu'il disait être dus à l'entraînement. Le basket-ball est un sport de contact, maman, avait-il dit quand j'avais demandé. Et Daniel avait ri, avait frotté la tête de Jacob. Les garçons deviennent enfin agressifs sur le terrain. Il était temps. J'avais travaillé en double équipe à l'hôpital. Daniel récupérait Jacob à l'entraînement la plupart des jours. Laisse-moi gérer le côté sportif, avait-il dit. Toi, gère le côté émotionnel. C'est ce dont il a besoin de toi. La douceur. Je vais le rendre fort. Mon Dieu, j'avais été reconnaissante. Reconnaissante que Daniel soit si impliqué, que Jacob est un père qui s'en soucie. D'autres mères m'enviaient. On frappe à la porte de la chambre de Jacob. Daniel se tient là, les cheveux encore mouillés de sa douche. Tu vas bien, demande-t-il. Qu'est-ce que Léo voulait dire? La question s'échappe avant que je puisse l'arrêter. L'expression de Daniel se durcit. Je te l'ai dit. Il est confus. Il se sent probablement coupable. Il n'était pas là pour Jacob. Les enfants traitent le deuil étrangement. Mais si? Et si? Quoi, Mélissa? Il entre dans la pièce et soudain, elle semble plus petite. Et si tu commençais à croire aux fantaisies d'un enfant traumatisé plutôt qu'à ton propre mari? Est-ce que cela ramènera Jacob? Je veux me défendre, mais je suis tellement fatigué. Et il a raison, n'est-ce pas? Léo n'est qu'un enfant. Un enfant en deuil. Mais après que Daniel soit allé se coucher, je ne peux pas m'en empêcher. Je retourne dans la chambre de Jacob et je commence à chercher. Je ne sais pas ce que je cherche jusqu'à ce que je trouve. Un petit carnet coincé entre les lattes du lit. La plupart des pages ont été arrachées, mais une reste. L'écriture de Jacob, tremblante et désespérée. Ne le laisse pas gagner, et en dessous. Dis-le à Léo si je ne le fais pas, mes mains tremblent quand j'entends les pas de Daniel dans le couloir. Je remets le carnet là où je l'ai trouvé, mais les mots sont gravés dans mon esprit. Le lendemain matin, je dis à Daniel que je vais faire l'épicerie. Au lieu de cela, je conduis jusqu'à la maison de Léo. Mon cœur bat la chamade quand je frappe à la porte. La tante de Léo répond. Elle a l'air épuisée, lasse. Mrs. Chin, je suis Mélissa, la mère de Jacob. Son expression s'adoucit légèrement. Je sais qui vous êtes. J'ai besoin de parler à Léo. S'il vous plaît. Elle hésite, puis soupire. Nous nous demandions quand quelqu'un viendrait. Il n'arrête pas de pleurer depuis les funérailles. La chambre de Léo est exactement ce à quoi on s'attendrait d'un garçon de 14 ans. Des posters de joueurs de basket-ball, un bureau couvert de livres d'école, des vêtements par terre. Mais Léo lui-même semble plus petit qu'à l'enterrement, recroquevillé dans une chaise de jeu, les genoux serrés contre sa poitrine. « Bonjour, Léo, dis-je doucement. Merci de m'avoir reçu. » Il ne répond pas, se contente de fixer ses mains. Sa tante nous apporte de l'eau puis hésite à la porte. « Je serai juste dehors, dit-elle. Plus à Léo qu'à moi. Nous restons silencieux pendant une minute entière avant que je ne reprenne la parole. « Léo, je ne suis pas là pour te causer des ennuis. Je ne suis pas en colère. J'ai besoin de savoir ce qui est arrivé à mon fils. J'ai besoin de comprendre.
Monsieur Chin a dit que personne ne me croirait. Léo murmure. Je vous croirai. Il me regarde alors, et ses yeux sont rouges, hantés. Vous ne savez pas ce qu'il est quand personne ne regarde. Daniel. Léo hoche la tête. Il a fait rester Jacob après l'entraînement presque tous les jours pendant le dernier mois. Mon estomac se serre. Le coach autorisait cela. Coach Williams partait tôt la plupart des jours. Il faisait confiance à Monsieur Chin parce qu'il était un mentor bénévole. Il disait que c'était bien que Jacob ait quelqu'un qui se soucie autant. La voix de Léo est amère sur le mot « souci ». Que s'est-il passé pendant ces séances? Léo resserre ses genoux. Au début, Monsieur Chin disait que c'était pour un entraînement supplémentaire afin de rendre Jacob meilleur. Jacob était excité. Son père lui prêtait enfin attention. Vous savez, le voyait vraiment. Je pense à la façon dont les yeux de Jacob s'étaient illuminés lorsque Daniel avait d'abord proposé d'aider au basketball. Mon père va faire de moi un joueur de varsity, avait-il dit. J'avais été soulagé. Ils étaient distants dernièrement, et j'ai pensé que cela les rapprocherait. Mais ensuite, cela a changé, continue Léo. Monsieur Chin a commencé à insulter Jacob. Faible, pathétique, mou. Il le faisait courir des sprints jusqu'à ce qu'il vomisse. Si Jacob ratait un tir, il devait faire 50 pompes. S'il se plaignait, 100, chaque mot ressemble à un coup physique. Pourquoi Jacob ne me l'a-t-il pas dit? Léo me regarde avec une sorte de pitié. Monsieur Chin lui a dit que vous ne pouviez pas le supporter. Que vous étiez trop fragile. Que si Jacob se plaignait à vous, cela prouverait qu'il était faible comme vous. Les mots me transpercent. Fragile. C'est ce que Daniel avait toujours appelé mon empathie, mes émotions. Tu es trop fragile pour ton propre bien, Mel. Laisse-moi gérer les choses difficiles. Il y a plus, dit Léo doucement. Le jour avant que Jacob ne meure, quelque chose s'est passé dans le vestiaire. Dites-le-moi. L'entraînement avait fini. Tout le monde partait. J'ai oublié mon livre de mathématiques et je suis retourné. La voix de Léo descend presque à un murmure. J'ai entendu des cris. Monsieur Chin avait Jacob poussé contre les casiers. Il le tenait par la chemise et Jacob pleurait. J'ai fermé les yeux, mais Léo continue. Monsieur a dit, si tu m'embarrasses encore comme ça, je te ferai disparaître. Tu penses pouvoir me faire mauvaise figure devant l'équipe, tu n'es rien. Tu es pire que rien. Si tu mourais demain, au moins tu arrêterais de me décevoir. La pièce tourne. Je serre le bord de ma chaise. Je me suis caché, admet Léo, la honte colorant sa voix. J'avais peur. Quand Monsieur Chin est parti, j'ai trouvé Jacob toujours là, assis par terre. Je lui ai demandé s'il allait bien. Il a dit. Il a dit que son père essayait juste de le rendre plus fort, que c'était de sa faute d'être faible. Oh, Jacob, murmurai-je. Je lui ai dit qu'il devrait le dire à quelqu'un. Toi ou coach Williams ou le conseiller, mais il a dit que personne ne le croirait, que son père était trop doué pour faire semblant. Tout le monde pensait que Monsieur Chin était ce père parfait. Le jour où il est mort, j'ai réussi à demander, étais-tu là? Léo secoue la tête. J'avais un rendez-vous chez le dentiste. Je suis parti tôt, mais Jacob m'a envoyé un message. Il sort son téléphone les mains tremblantes et me montre le message. Je reste après encore. Papa dit que nous devons parler de mon attitude. Si quelque chose se passe, dis à ma mère que je l'aimais. Je pensais qu'il voulait dire s'il avait des ennuis, dit Léo en pleurant maintenant. Je n'ai pas pensé. J'aurais dû savoir. J'aurais dû le dire à quelqu'un. Ce n'est pas ta faute, dis-je fermement. Même si mon monde bascule de son axe. Léo, ce n'est pas ta faute. Je rentre chez moi dans un brouillard. Daniel est dans la cuisine quand j'entre, préparant le dîner comme si c'était un jour comme les autres. Où étais-tu? Demande-t-il sans lever les yeux. Tu étais parti des heures. J'ai parlé à Léo. Le couteau dans sa main s'arrête. Et il m'a parlé des entraînements supplémentaires, de ce que tu disais à Jacob. Daniel se retourne lentement et son expression est calme, contrôlée. Mélissa, tu es en deuil. Je comprends ça, mais tu vas croire un enfant perturbé plutôt que moi. Ce garçon a eu des problèmes pendant des années. Demande à n'importe qui. Il m'a semblé assez clair.
Claire? Daniel rit, mais il n'y a pas d'humour. Chérie, tu ne réfléchis pas clairement. Tu n'as pas dormi. Tu cherches quelqu'un à blâmer parce que c'est plus facile que d'accepter que notre fils était malade. Était-il malade? Où est-ce que tu l'as rendu comme ça? Les mots flottent entre nous. Le visage de Daniel s'assombrit. Sois très prudente, dit-il doucement. Sois très prudente quant à ce que tu suggères. J'ai perdu mon fils aussi. Et maintenant, tu veux détruire ma réputation sur la parole d'un enfant. Jacob a laissé une note, dis-je, cachée dans sa chambre. Ne le laisse pas gagner. Qu'est-ce que cela signifiait, Daniel? Pendant une seconde, je le revois. La peur traversant son visage. Puis c'est parti. Je n'ai aucune idée de ce que tu racontes. Jacob était déprimé. Les gens déprimés écrivent toutes sortes de choses. Il se rapproche de moi. Mélissa, je sais que tu veux des réponses. Mais parfois, il n'y en a pas. Parfois, les gens craquent. As-tu brisé? Comment oses-tu? Sa voix est de glace. Comment oses-tu te tenir là et m'accuser d'avoir fait du mal à notre fils? J'essayais de l'aider, de le rendre assez fort pour survivre dans ce monde. Tu l'as couvé. Tu l'as rendu mou. Je l'aimais. L'amour ne suffit pas, hurle Daniel, puis se reprend, baissant la voix. L'amour ne les prépare pas à la réalité. Je le préparais en lui disant qu'il serait mieux mort. Daniel se fige. Qui t'a dit ça? Léo. Il secoue la tête. Ce garçon empoisonne ton esprit. Reste loin de lui, Mélissa. Pour ton propre bien. Cela ressemble à une menace. Cette nuit-là, je fais semblant de dormir pendant que Daniel est couché à côté de moi. Quand sa respiration finit par s'égaliser, je glisse hors du lit et vais dans son bureau. Son ordinateur portable est protégé par un mot de passe, mais je connais le code, l'anniversaire de Jacob. Je cherche ses emails. La plupart sont banals, mais je trouve ensuite un dossier intitulé « Correspondance scolaire ». À l'intérieur, il y a un email du proviseur daté de 3 semaines avant la mort de Jacob. Monsieur Chin, nous devons discuter des préoccupations soulevées au sujet de vos interactions avec les athlètes étudiants. Bien que nous apprécions votre travail bénévole, plusieurs parents ont mentionné que leurs enfants semblent anxieux après vos séances de mentorat. Veuillez me contacter pour planifier une réunion. Proviseur Morrison. La réponse de Daniel fut brève. Ces préoccupations sont sans fondement. Heureux de vous rencontrer pour clarifier cela. Il n'y a aucune trace d'une réunion jamais organisée. Je cherche plus. Je trouve des SMS supprimés récupérés du cloud. Des messages entre Daniel et Jacob. Daniel, tu m'as embarrassé aujourd'hui. Jacob, je suis désolé, papa. Daniel, le pardon ne suffit pas. Reste après-demain. Jacob, maman vient me chercher demain, Daniel. Je lui ai déjà dit que je le ferais. Elle a un service. Je vérifie mon téléphone. Daniel a raison. Il m'a dit qu'il s'occuperait de la récupération ce jour-là. J'avais été reconnaissante à nouveau. Toujours si reconnaissante pour son aide. Le lendemain matin, j'appelle l'école et je demande une réunion avec le proviseur Morrison. Elle semble surprise, mais accepte de me voir dans l'après-midi. Son bureau n'a pas changé depuis que Jacob a commencé le lycée. Mêmes affiches de motivation, mêmes fausses plantes, mêmes chaises inconfortables. Mrs. Chin, commence-t-elle prudemment. Je tiens d'abord à vous présenter mes plus sincères condoléances. J'ai vu votre email à mon mari concernant des préoccupations. Quelles préoccupations? Elle se déplace inconfortablement. Je ne suis pas sûr que je devrais. Mon fils est mort. S'il vous plaît. Le proviseur Morrison hoche la tête et sort un dossier. 3 semaines avant le décès de Jacob, nous avons reçu des plaintes de 2 étudiants. Ils ont dit que le style de mentorat de Monsieur Chen était intense, frisant l'inapproprié. Qu'avez-vous fait à ce sujet? Nous avions l'intention d'enquêter, mais ensuite Monsieur Chin nous a assuré qu'il s'agissait d'un malentendu. Il a dit que les garçons étaient contrariés par le temps de jeu, qu'ils essayaient de causer des ennuis, et qu'il était un bénévole si dévoué, toujours là, toujours aidant. Vous n'avez rien fait. Nous allions le revoir à la fin de la saison. Elle ne peut pas me regarder dans les yeux. Je suis tellement désolé. Si nous avions su.
Y a-t-il des enregistrements de sécurité du gymnase? Il y en avait, mais ils ont été supprimés 3 jours après la mort de Jacob. Une mise à jour du système qui a mal tourné. Impossible de les récupérer. Je ris, mais cela sonne hystérique même à mes propres oreilles. Comme c'est pratique. Mrs. Chin, je comprends que vous cherchiez des réponses. Je cherche la vérité. Mon mari abusait-il de ses garçons? Le mot « abus » flotte dans l'air. Le visage du proviseur Morrison pâlit. Nous n'avons aucune preuve d'abus physique. L'abus émotionnel est toujours un abus. Je ne peux pas commenter une situation en cours. En cours. Mon fils est mort. Qu'est-ce qui est en cours dans ce cas? Je quitte son bureau en me sentant mal. Sur le parking, j'appelle la conseillère scolaire de Jacob, Mrs. Williams. Elle accepte de me rencontrer dans un café loin de l'école. Jacob est venu me voir une fois, admet-elle, remuant nerveusement son café. Il y a environ 1 mois, il a dit qu'il voulait arrêter le basket-ball. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai demandé pourquoi. Il a dit que son père ne le laisserait pas faire. Que son père serait déçu. Et la façon dont il a dit « déçu », cela semblait lourd, comme si cela signifiait quelque chose de plus. J'ai demandé si tout allait bien à la maison, il a dit oui, mais elle hésite. S'il vous plaît. Il a demandé hypothétiquement si un parent pouvait vous aimer mais vous faire quand même du mal. J'ai dit oui. Parfois, les gens qui nous aiment ne savent pas comment le montrer correctement. J'ai demandé si quelqu'un lui faisait du mal. Il a dit non. Que son père essayait juste de le rendre meilleur. Avez-vous signalé cela? Signalé quoi? Il n'a pas révélé d'abus. Il a explicitement dit que personne ne lui faisait de mal. Elle a l'air misérable. J'aurais dû insister davantage, mais votre mari était toujours si impliqué, si attentionné. Ce soir-là, Daniel rentre tard du travail. Il a passé la journée à faire des interviews. Les médias locaux veulent couvrir l'histoire de Jacob pour parler de la santé mentale des adolescents. Il devient le visage des pères en deuil. Nous pourrions créer une fondation, dit-il pendant le dîner, en mémoire de Jacob. Pour aider d'autres adolescents en difficulté. Je le regarde fixement. Tu récoltes des fonds sur la mort de notre fils. J'essaie de lui donner un sens. D'aider d'autres personnes comme toi à aider Jacob. Il claque sa fourchette. Assez, Mélissa. Assez. Tu es en train de sombrer. Tu as besoin d'aide. J'ai besoin de la vérité. La vérité. Il se lève, me dominant. La vérité est que notre fils était faible. La vérité est que malgré tout ce que j'ai fait pour l'aider, pour le renforcer, il a abandonné. Il a abandonné comme il a tout abandonné. Comment peux-tu dire ça de lui? Parce que c'est vrai. Et si tu avais prêté attention au lieu de travailler tout le temps, peut-être que tu l'aurais vu aussi. L'accusation fait mouche. Tous ces doubles postes. Toutes ces fois où j'ai choisi le travail plutôt que les matchs de Jacob, me disant que nous avions besoin de l'argent, que la présence de Daniel suffisait. Je travaillais pour subvenir aux besoins de cette famille. Tu te cachais, crache Daniel. Te cachant du travail difficile que représente réellement l'éducation de notre fils, me laissant tout gérer. Et maintenant, tu veux me blâmer pour ta culpabilité. Cette nuit-là, j'appelle ma sœur. Je pense que Daniel a fait quelque chose à Jacob. Il y a une longue pause. Mel, chérie, tu es en deuil. Arrête de dire ça comme si cela signifiait que je suis folle. Je ne dis pas que tu es folle, mais Daniel aimait Jacob. Nous l'avons tous vu. Il était à chaque entraînement, à chaque match. Être présent n'est pas la même chose qu'être aimant. Tu dois faire attention, dit ma sœur lentement. Daniel souffre aussi. Si tu commences à faire des accusations, tu pourrais tout perdre. Ta réputation, ton autre fille, Mel, s'il te plaît, laisse tomber. Mais je ne peux pas. Le lendemain, pendant que Daniel est au travail, je fouille plus minutieusement la chambre de Jacob. Derrière sa commode, je trouve son téléphone, l'ancien qu'il disait avoir perdu il y a des mois. Il est toujours en charge. Je fais défiler les messages et mon cœur se brise à chaque ligne. Message à un ami du camp. Mon père devient de plus en plus dur. Je ne peux rien faire de bien. Un brouillon de message jamais envoyé à moi.
Maman, je dois te dire quelque chose à propos de papa, mais j'ai peur que tu ne me crois pas, un mémo vocal enregistré 2 semaines avant sa mort. J'appuie sur lecture et j'entends la voix de mon fils. Tremblante et calme. Si quelque chose m'arrive, ce n'est pas ma faute. Papa dit que je suis faible. Qu'il est une honte. Il dit des choses. Il dit des choses qui me font croire. J'ai essayé de le dire à maman une fois, mais papa a dit qu'elle ne pouvait pas le supporter. Qu'elle est trop fragile. Peut-être qu'il a raison. Peut-être que nous sommes tous les deux trop faibles pour ce monde. Mais je veux que quelqu'un sache que j'ai essayé. J'ai tellement essayé d'être ce qu'il voulait. Je n'en peux plus. Je sanglote quand j'entends la porte d'entrée s'ouvrir. Daniel rentre tôt. Je cache rapidement le téléphone et j'essuie mes yeux, mais quand il me voit, il sait. Que as-tu trouvé? Sa voix est dangereusement calme. Rien. Il s'approche. Ne me mens pas, Mélissa. Que as-tu trouvé? Juste quelques vieilles affaires de Jacob. Daniel m'étudie un long moment. Puis il sourit, froid et calculateur. Tu sais, le deuil peut pousser les gens à faire des choses terribles. Les faire voir des choses qui ne sont pas là. Les rendre dangereuses pour eux-mêmes et pour les autres. Est-ce une menace? C'est une préoccupation pour ton bien-être et celui d'Emma. Emma, notre fille de 5 ans. Je détesterais que le tribunal apprenne que tu as des délires paranoïaques concernant ton mari. Cela ne ferait pas bonne figure dans une audience de garde. Tu ne le ferais pas, tu ne le ferais pas? Tu m'accuses d'avoir tué notre fils, Mélissa. Qu'est-ce que tu ne ferais pas exactement? Cette nuit-là, je fais des copies de tout. Le téléphone, les emails, les messages. Je les cache chez ma sœur. Puis je fais quelque chose que je n'aurais jamais cru faire. J'appelle un avocat. Je pense que mon mari a poussé mon fils au suicide, lui dis-je. Et je pense qu'il va essayer de m'enlever ma fille si je poursuis ça. L'avocate, Maître Martinez, écoute attentivement. Avez-vous des preuves? Je lui montre tout. Elle reste silencieuse un long moment. C'est convaincant, mais pas concluant. Nous avons besoin de plus. Et si vous avez raison concernant votre mari, vous devez être prudente. Documentez tout. Enregistrez les conversations si vous pouvez. L'Indiana est un État où le consentement d'une seule partie suffit. Et Mrs. Chin, ne lui faites pas savoir ce que vous faites. Mais Daniel sait déjà que quelque chose a changé. Il commence à rentrer à des heures inattendues. Il surveille mes appels téléphoniques. Il dit à Emma que maman est malade, qu'elle doit faire attention autour de moi. Pourquoi maman est-elle malade? Demande Emma une nuit pendant le coucher. Je ne suis pas malade, ma chérie. Papa dit que tu le es. Il dit que tu pourrais dire des choses confuses. Je serre ma fille dans mes bras et je réalise que Daniel prépare déjà le terrain pour me l'enlever. Le lendemain, je reçois un appel qui change tout. C'est la tante de Léo. Quelqu'un a laissé une note sous notre porte, dit-elle. Elle dit, arrête de parler ou tu le regretteras. Léo est terrifié. Nous pensons quitter la ville. Non, dis-je rapidement. Ne partez pas, j'ai besoin que Léo raconte officiellement son histoire. Je suis en train de construire un dossier. Un dossier? Elle semble sceptique, contre son mari. Oui, il y a une pause. Léo veut t'aider. Il dit qu'il le doit à Jacob, mais j'ai peur pour lui. Je le protégerai. Je le promets. Je ne sais pas comment je tiendrai cette promesse. Ce soir-là, Daniel rentre avec des fleurs. Il est charmant, s'excuse, le mari parfait. Je sais que nous avons été tendus, dit-il. Je pense que nous avons tous les deux besoin d'aide pour surmonter ça. J'ai pris un rendez-vous chez un conseiller en deuil, quelqu'un qui est spécialisé dans les parents qui ont perdu des enfants par suicide. Je sais que c'est un piège. Un conseiller qu'il a choisi, qu'il charmera, qu'il utilisera pour construire un dossier prouvant que je suis instable. Mais je souris et je dis, cela semble utile. Il se détend, m'embrasse le front. Nous allons surmonter ça ensemble. Cette nuit-là, pendant qu'il dort, j'envoie toutes les preuves à Maître Martinez, et je tape 5 mots. Je dois agir vite, car je le sens. Les murs se referment sur moi. La patience de Daniel s'amenuise. La vérité et le mensonge courent vers la collision. Et je ne sais pas lequel gagnera.
La vidéo arrive à 3 heures du matin. Je suis éveillé, assise à la table de la cuisine avec du café froid quand mon téléphone vibre. Numéro inconnu, une seule pièce jointe. Mes mains tremblent en l'ouvrant. C'est une image vidéo de sécurité granuleuse du gymnase, pas des caméras de l'école. Celles-ci ont été commodément effacées. C'est d'un angle différent, plus haut. Une caméra de maintenance peut-être. Où l'horodatage montre 2 jours avant la mort de Jacob. Je regarde mon fils, petit à l'écran, courant des sprints pendant que Daniel se tient au centre du terrain, bras croisés. Jacob s'effondre après le 7e sprint. Daniel s'approche, dit quelque chose. Jacob se relève péniblement, court à nouveau, tombe encore. Cette fois, il ne se relève pas. Daniel le saisit par le maillot, le tire sur pied. L'audio est étouffé, mais je peux distinguer des bribes. Pathétique. Inutile. Mieux vaut. Et puis, clair comme le jour. La voix de Daniel. Si tu meurs, au moins tu arrêteras de me décevoir. Jacob s'écroule. Pas seulement physiquement, je peux voir quelque chose se briser en lui. Daniel s'éloigne, laissant notre fils sangloter sur le sol du gymnase. La vidéo se termine avec un texte superposé. Un concierge qui aurait dû parler plus tôt. Je transfère immédiatement à Maître Martinez, puis je fais des copies sur 3 disques différents. Mes mains ne cessent pas de trembler. Au matin, j'ai pris ma décision. J'envoie la vidéo à un journaliste local qui couvrait la prévention du suicide chez les adolescents. En quelques heures, c'est partout. Breaking news. Une vidéo montre l'abus verbal d'un père local les jours précédant le suicide de son fils. Daniel m'appelle 17 fois avant midi. Je ne réponds pas. Au lieu de cela, je vais chercher Emma à la maternelle plus tôt. Rentrons-nous à la maison, demande-t-elle. Nous allons chez tante Sarah pour quelques jours, lui dis-je. Papa vient. Non, ma chérie. Juste nous. En soirée, Daniel a tenu une conférence de presse. Je regarde depuis le salon de Sarah alors que mon mari se produit devant les caméras. Cette vidéo a été sortie complètement de son contexte, dit-il. L'image parfaite du père lésé. J'utilisais l'amour dur. Oui, des méthodes d'entraînement à l'ancienne qui sont maintenant déformées par ma femme en deuil qui cherche quelqu'un à blâmer. C'est un deepfake, une manipulation. Les experts le prouveront, mais en quelques heures, 3 analystes forensiques confirment l'authenticité de la vidéo. Les métadonnées sont intactes. L'horodatage correspond au dossier scolaire montrant que Jacob est resté après l'entraînement ce jour-là. Puis le barrage cède. Mon téléphone sonne. Un autre numéro inconnu. Une voix de femme hésitante. Mrs. Chin, mon fils était dans l'équipe il y a 3 ans. Il a arrêté à cause de votre mari. Je pensais que mon garçon était juste mou, mais après avoir vu cette vidéo, Dieu, je suis tellement désolé pour Jacob. Un autre appel, un autre parent, une autre histoire. À la fin de la journée, j'ai 7 parents qui m'ont contacté, 7 garçons que Daniel a mentorés, 7 familles qui ont remarqué des changements, de l'anxiété, de la dépression, des désirs soudains d'arrêter le basketball, mais qui ne l'ont jamais relié à l'entraîneur bénévole. Tout le monde louait. Le conseil scolaire appelle une réunion d'urgence. La salle est bondée. Debout. Des parents demandent des réponses. Comment est-ce permis? Pourquoi les plaintes n'ont-elles pas été étudiées? Je me lève pour parler. Ma voix est plus stable que je ne m'y attendais. Mon fils est mort en croyant qu'il était sans valeur, non pas parce qu'il était malade, mais parce que quelqu'un en qui il avait confiance lui a dit qu'il l'était. L'école a permis cela en ignorant les plaintes, en étant charmé par un bénévole qui est toujours là, toujours aidant. Combien d'autres enfants souffrent en silence parce que les adultes qui devraient les protéger sont trop occupés à être polis. Le proviseur Morrison démissionne sur le champ. Le surintendant promet une enquête approfondie. Les partisans de Daniel, et il en a, lancent leur propre campagne. Il inonde les réseaux sociaux de photos de Daniel au match, aux collectes de fonds, entraînant des enfants. Un mauvais moment n'efface pas des années de service, écrivent-ils. Où était la mère pendant que le père faisait tout le travail? Cela pique, car il y a une part de vérité. Où étais-je? Au travail, confiant, détournant le regard quand les choses devenaient difficiles parce que Daniel disait qu'il s'en occupait. Ma sœur me trouve en train de pleurer devant mon ordinateur portable, lisant des commentaires qui m'appellent négligente, absente.
Une mère qui cherche quelqu'un à blâmer pour ses propres échecs. Mel, arrête de lire ça. Ils n'ont pas tort. J'aurais dû savoir. Il t'a manipulé. Il a manipulé tout le monde. Mais je suis sa mère. J'aurais dû. J'aurais dû quoi? Être psychique? Daniel a berné des professionnels qualifiés. Arrête de te blâmer pour ces crimes. Cette nuit-là, la tante de Léo appelle. Nous voulons aider. Léo veut faire une déclaration. Une vraie, à la caméra. Es-tu sûr? Cela pourrait devenir moche. Ça l'est déjà. Quelqu'un a tagué une menteuse sur notre garage, mais Léo ne recule pas. Il dit qu'il le doit à Jacob. Le lendemain, Léo est assis dans le bureau de Maître Martinez avec une caméra qui enregistre. Sa tante lui tient la main pendant qu'il parle. Jacob était mon ami. Il était drôle et gentil et vraiment bon en maths. Il aidait tout le monde qui le demandait, mais après que son père ait commencé ses entraînements supplémentaires, il a changé. Il est devenu silencieux, effrayé. Il sursautait quand son père venait le chercher. Léo décrit le schéma d'abus en détail, les noms que Daniel donnait à Jacob, l'épuisement physique utilisé comme punition, l'isolement des coéquipiers, les menaces. Le jour avant que Jacob ne meure, il m'a dit qu'il ne pouvait plus le faire. Je pensais que cela signifiait le basketball. J'aurais dû savoir. J'aurais dû le dire à quelqu'un. Tu le dis maintenant, dit doucement Maître Martinez. C'est courageux. La vidéo devient virale en quelques heures. #justice pour Jacob est en tendance. L'image soigneusement construite de Daniel se fissure davantage, mais il ne s'est pas encore rendu. Ce soir-là, les services de protection de l'enfance se présentent à la porte de Sarah. Nous avons reçu un rapport concernant des inquiétudes pour le bien-être d'Emma Chen, dit l'assistante sociale. Nous devons évaluer la situation. Je sais immédiatement qui les a appelés. L'assistante sociale est professionnelle mais méticuleuse, interrogeant Emma pendant que je suis dans la pièce voisine. Mon cœur bat la chamade. Papa dit que maman est malade, j'entends Emma dire. Il dit qu'elle pourrait dire des choses confuses, mais maman me semble bien. Après 1 heure, l'assistante sociale conclut qu'il n'y a pas de danger immédiat, mais dit qu'ils devront faire un suivi. Le message est clair. Daniel joue salement. Maître Martinez appelle cette nuit-là. Il a déposé une demande de garde d'urgence pour Emma. Il prétend que tu traverses une crise de santé mentale, que tu es un danger pour toi-même et pour ta fille. Peut-il faire ça? Il peut essayer. Mais avec les preuves vidéo et le témoignage de Léo, il lui sera difficile de maintenir sa crédibilité. Néanmoins, vous devez être prudente. Documentez tout. Ne lui donnez aucune munition. Je raccroche et je vais voir Emma, endormie dans la chambre d'amis chez Sarah. Elle serre l'éléphant en peluche que Jacob lui a donné pour son dernier anniversaire. Il avait économisé son argent de poche pendant 3 mois pour l'acheter. Je te protégerai, murmurai-je. Vous deux. L'audience de garde est prévue dans 2 semaines, mais le procès civil pour mort injustifiée commence avant. Maître Martinez m'avait prévenu que ce serait brutal. Elle avait raison. Daniel entre au palais de justice dans un nouveau costume, flanqué de son équipe juridique. Il a tout l'air d'un père en deuil, d'un mari lésé. Il ne me regarde pas. Le premier jour est procédural, mais le cirque médiatique à l'extérieur ne l'est pas du tout. Les reporters crient des questions. Mrs. Chin, vous blâmez-vous? Monsieur Chin, allez-vous vous vanter? Est-il vrai que Jacob avait des antécédents de maladie mentale? Cette dernière question me glace. Nous n'avions jamais fait évaluer Jacob. Il n'avait jamais montré de signes de dépression avant les derniers mois. Mais Daniel a apparemment obtenu des dossiers médicaux d'un psychiatre que Jacob aurait vu. C'est impossible, dis-je à Maître Martinez. Je l'aurais su. Elle examine les documents en fronçant les sourcils. Ces rendez-vous ont eu lieu pendant les heures de cours. Consentement signé par Daniel. Il a emmené Jacob chez un psychiatre sans me le dire, apparemment. Et les notes du médecin suggèrent que Jacob présentait des signes de dépression sévère, d'anxiété et d'opposition à l'autorité, en particulier à son père. C'est brillant, vraiment. Daniel construisait sa défense il y a des mois, créant une piste papier qui expliquerait toutes les accusations que Jacob aurait pu faire. Nous devons auditionner ce psychiatre, dit Maître Martinez.
Le docteur Richard Hartley prend place à la barre 3 jours plus tard. Il est soigné, professionnel et clairement entraîné. Jacob présentait des signes classiques de dépression adolescente, témoigne-t-il. Il était résistant aux conseils de son père, qu'il interprétait comme des critiques. C'est courant chez les adolescents qui méprennent la préoccupation parentale pour une attaque. Jacob a-t-il jamais mentionné des incidents spécifiques avec son père, demande Maître Martinez. Il prétendait que son père était trop dur avec lui, mais quand j'ai approfondi, il est devenu clair que c'était des méthodes d'entraînement typiques. Jacob était simplement sensible. Avez-vous déjà parlé à Mrs. Chin du traitement de son fils? Monsieur Chin a dit qu'elle était trop fragile émotionnellement pour gérer le diagnostic. Il voulait la protéger. Voilà encore, fragile, protégée, maintenue dans l'ignorance pour mon propre bien. Est-il arrivé à votre esprit que le fait d'exclure une mère du traitement de santé mentale de son enfant était inapproprié? Le docteur Hartley se déplace inconfortablement. Monsieur Chin était le parent responsable des décisions médicales. Non, il ne l'était pas, dit Maître Martinez, produisant notre accord de garde. Les deux parents avaient une autorité égale en matière de décision médicale. Le médecin pâlit. Monsieur Chin a dit. Monsieur Chin a menti et vous n'avez jamais vérifié. Combien d'autres mensonges avez-vous acceptés? L'avocat de Daniel objecte, mais les dégâts sont faits. Le docteur Hartley semble moins crédible maintenant, complice plutôt que professionnel. Puis Léo monte à la barre. Il porte son seul costume, un peu trop grand, et ses mains tremblent lorsqu'il prête serment, mais sa voix est claire lorsqu'il parle. Parlez-nous du jour avant que Jacob ne meure. Jacob était mon ami. Il était drôle et gentil et vraiment bon en maths. Il aidait tout le monde qui le demandait, mais après que son père ait commencé ses entraînements supplémentaires, il a changé. Il est devenu silencieux, effrayé. Il sursautait quand son père venait le chercher. Léo décrit le schéma d'abus en détail, les noms que Daniel donnait à Jacob, l'épuisement physique utilisé comme punition, l'isolement des coéquipiers, les menaces. Le jour avant que Jacob ne meure, il m'a dit qu'il ne pouvait plus le faire. Je pensais que cela signifiait le basket-ball. J'aurais dû savoir. J'aurais dû le dire à quelqu'un. Tu le dis maintenant, dit doucement Maître Martinez. C'est courageux. La vidéo devient virale en quelques heures. #justice pour Jacob est en tendance. L'image soigneusement construite de Daniel se fissure davantage, mais il ne s'est pas encore rendu. Ce soir-là, les services de protection de l'enfance se présentent à la porte de Sarah. Nous avons reçu un rapport concernant des inquiétudes pour le bien-être d'Emma Chen, dit l'assistante sociale. Nous devons évaluer la situation. Je sais immédiatement qui les a appelés. L'assistante sociale est professionnelle mais méticuleuse, interrogeant Emma pendant que je suis dans la pièce voisine. Mon cœur bat la chamade. Papa dit que maman est malade, j'entends Emma dire. Il dit qu'elle pourrait dire des choses confuses, mais maman me semble bien. Après 1 heure, l'assistante sociale conclut qu'il n'y a pas de danger immédiat, mais dit qu'ils devront faire un suivi. Le message est clair. Daniel joue salement. Maître Martinez appelle cette nuit-là. Il a déposé une demande de garde d'urgence pour Emma. Il prétend que tu traverses une crise de santé mentale, que tu es un danger pour toi-même et pour ta fille. Peut-il faire ça? Il peut essayer. Mais avec les preuves vidéo et le témoignage de Léo, il lui sera difficile de maintenir sa crédibilité. Néanmoins, vous devez être prudente. Documentez tout. Ne lui donnez aucune munition. Je raccroche et je vais voir Emma, endormie dans la chambre d'amis chez Sarah. Elle serre l'éléphant en peluche que Jacob lui a donné pour son dernier anniversaire. Il avait économisé son argent de poche pendant 3 mois pour l'acheter. Je te protégerai, murmurai-je. Vous deux. L'audience de garde est prévue dans 2 semaines, mais le procès civil pour mort injustifiée commence avant. Maître Martinez m'avait prévenu que ce serait brutal. Elle avait raison. Daniel entre au palais de justice dans un nouveau costume, flanqué de son équipe juridique. Il a tout l'air d'un père en deuil, d'un mari lésé. Il ne me regarde pas. Le premier jour est procédural, mais le cirque médiatique à l'extérieur ne l'est pas du tout. Les reporters crient des questions. Mrs. Chin, vous blâmez-vous? Monsieur Chin, allez-vous vous vanter? Est-il vrai que Jacob avait des antécédents de maladie mentale? Cette dernière question me glace.
Nous n'avions jamais fait évaluer Jacob. Il n'avait jamais montré de signes de dépression avant les derniers mois. Mais Daniel a apparemment obtenu des dossiers médicaux d'un psychiatre que Jacob aurait vu. C'est impossible, dis-je à maître Martinez. Je l'aurais su. Elle examine les documents en fronçant les sourcils. Ces rendez-vous ont eu lieu pendant les heures de cours. Consentement signé par Daniel. Il a emmené Jacob chez un psychiatre sans me le dire, apparemment. Et les notes du médecin suggèrent que Jacob présentait des signes de dépression sévère, d'anxiété et d'opposition à l'autorité, en particulier à son père. C'est brillant, vraiment. Daniel construisait sa défense il y a des mois, créant une piste papier qui expliquerait toutes les accusations que Jacob aurait pu faire. Nous devons auditionner ce psychiatre, dit maître Martinez. Le docteur Richard Hartley prend place à la barre 3 jours plus tard. Il est soigné, professionnel et clairement entraîné. Jacob présentait des signes classiques de dépression adolescente, témoigne-t-il. Il était résistant aux conseils de son père, qu'il interprétait comme des critiques. C'est courant chez les adolescents qui méprennent la préoccupation parentale pour une attaque. Jacob a-t-il jamais mentionné des incidents spécifiques avec son père, demande maître Martinez. Il prétendait que son père était trop dur avec lui, mais quand j'ai approfondi, il est devenu clair que c'était des méthodes d'entraînement typiques. Jacob était simplement sensible. Avez-vous déjà parlé à Mrs. Chin du traitement de son fils? Monsieur Chin a dit qu'elle était trop fragile émotionnellement pour gérer le diagnostic. Il voulait la protéger. Voilà encore, fragile, protégée, maintenue dans l'ignorance pour mon propre bien. Est-il arrivé à votre esprit que le fait d'exclure une mère du traitement de santé mentale de son enfant était inapproprié? Le docteur Hartley se déplace inconfortablement. Monsieur Chin était le parent responsable des décisions médicales. Non, il ne l'était pas, dit maître Martinez, produisant notre accord de garde. Les deux parents avaient une autorité égale en matière de décision médicale. Le médecin pâlit. Monsieur Chin a dit. Monsieur Chin a menti et vous n'avez jamais vérifié. Combien d'autres mensonges avez-vous acceptés? L'avocat de Daniel objecte, mais les dégâts sont faits. Le docteur Hartley semble moins crédible maintenant, complice plutôt que professionnel. Puis Léo monte à la barre. Il porte son seul costume, un peu trop grand, et ses mains tremblent lorsqu'il prête serment, mais sa voix est claire lorsqu'il parle. Parlez-nous du jour avant que Jacob ne meure. Nous étions dans le vestiaire après que tout le monde soit parti. Jacob pleurait. Il a dit que son père lui avait dit qu'il était sans valeur si souvent qu'il avait commencé à y croire. Il a dit que peut-être que tout le monde serait mieux sans lui. Qu'avez-vous dit? Je lui ai dit que ce n'était pas vrai. Que sa mère l'aimait. Que j'étais son ami. Qu'il comptait. Mais il a dit que son père lui avait dit que sa mère ne l'aimait que par obligation, qu'elle travaillait autant parce qu'elle ne pouvait pas supporter d'être près de lui non plus. Je dois quitter le tribunal. Dans la salle de bain, je vomis jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, puis je m'assieds par terre en sanglotant. Daniel a utilisé mon emploi du temps de travail comme une arme, transformant mon sacrifice en rejet dans l'esprit de Jacob. Quand je reviens, l'avocat de Daniel interroge Léo, essayant de le dépeindre comme confus, traumatisé, peu fiable. Mais Léo tient bon. Je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que j'ai entendu. Monsieur Chen a blessé Jacob avec des mots jusqu'à ce que Jacob croie qu'il méritait de mourir. Le concierge, Marcus Williams, témoigne ensuite. Il est âgé, nerveux, clairement mal à l'aise face à l'attention. Je nettoie cette école depuis 23 ans, dit-il. J'ai vu beaucoup d'entraîneurs. Mais Monsieur Chin, quelque chose n'allait pas. La façon dont ces garçons le regardaient, pas avec respect, mais avec peur. Pourquoi n'avez-vous pas signalé? Marcus a l'air honteux. Qui croirait un concierge plutôt qu'un bénévole respecté? Mais j'ai gardé cette caméra de sauvegarde en marche. Après la mort de Jacob, je ne pouvais plus vivre avec moi-même. J'ai dû vérifier les images. Et qu'avez-vous trouvé? Des abus, dit Marcus simplement, clair comme le jour. Cet homme a détruit ce garçon morceau par morceau et nous avons tous regardé. Daniel monte à la barre le 5e jour. Il est composé, articulé, jouant parfaitement le rôle du père persécuté. J'aimais mon fils, dit-il, et il parvient même à verser des larmes. Oui, je l'ai poussé. Oui, j'ai utilisé l'amour dur. Mais tout ce que j'ai fait, c'était pour le préparer à un monde difficile.
Je voulais qu'il soit fort. Assez fort pour survivre. Oui, dit maître Martinez. Alors pourquoi lui avez-vous dit qu'il serait mieux mort? Je n'ai jamais dit ça. Cette vidéo est sortie de son contexte. J'ai dit qu'il serait mieux que mort s'il n'abandonnait pas. Elle a été éditée, manipulée. Maître Martinez diffuse la vidéo intégrale. 3 minutes de métrage inédit. Daniel réprimandant Jacob, le traitant de pathétique, faible, de honte. Et puis, d'une clarté cristalline. Si tu meurs, au moins tu arrêteras de me décevoir. La salle d'audience est silencieuse. Ce n'est pas. J'étais frustré. Il avait abandonné un exercice. Je ne voulais pas dire. Qu'est-ce que vous vouliez dire, monsieur Chin? Le calme de Daniel se fissure. Il était faible. Il pleurait pour tout. Il ne supportait pas la critique. Il allait échouer dans la vie si je ne le rendais pas plus fort. Alors, vous lui avez dit qu'il serait mieux mort? Je lui ai dit la vérité. Que l'abandon était pire que la mort. Que les abandonnistes étaient sans valeur. Et Jacob a abandonné, monsieur Chin? Oui, crache Daniel. Il a abandonné. Il a pris la voie du lâche. Le public suffoque. Même l'avocat de Daniel a l'air horrifié. Aucune autre question, dit doucement maître Martinez. Le verdict tombe 2 jours plus tard. Daniel est tenu responsable de mort injustifiée. Le district scolaire est condamné à verser des dommages et intérêts et à mettre en place une formation obligatoire sur la prévention des abus. Daniel fait face à des accusations criminelles pour abus d'enfants. Alors que nous quittons le palais de justice, Daniel est arrêté. L'image de lui menotté fait la une de tous les journaux. Tu as détruit notre famille, me crie-t-il alors qu'il l'emmène. Tu l'as tué autant que moi. Tu n'étais jamais là. Peut-être a-t-il raison. Peut-être que je porterai cette culpabilité pour toujours. Mais au moins, il y a maintenant une responsabilité. 6 mois plus tard, je me tiens dans le même gymnase où mon fils est mort. Mais aujourd'hui, il est plein de vie. Étudiants, parents, professeurs, tous présents pour le dévoilement d'un nouveau programme. La voix de Jacob, un système de soutien par les pairs pour les athlètes étudiants. Léo parle le premier, plus confiant maintenant, bien que je puisse encore voir l'ombre du deuil dans ses yeux. Jacob Chin était mon ami, commence-t-il. Il était talentueux, drôle et gentil, mais il souffrait aussi, et il avait l'impression de ne pouvoir le dire à personne. Ce programme est destiné à faire en sorte que personne d'autre ne souffre en silence. Le programme comprend une formation obligatoire pour tous les entraîneurs, bénévoles ou non, des systèmes de signalement anonymes, des bilans de santé mentale, des choses qui semblent si évidentes maintenant, mais qui n'étaient pas là quand Jacob en avait besoin. Le remplaçant du proviseur Morrison, Dr Amanda Foster, monte ensuite sur le podium. Nous avons échoué à Jacob Chin, dit-elle simplement. Nous avons vu les signes et nous les avons ignorés. Nous avons privilégié la réputation à la protection. Cela s'arrête maintenant. Je ne parle pas. Je ne peux pas. Mais je suis là, la main d'Emma dans la mienne, alors qu'il dévoile une plaque à la mémoire de Jacob Chin, dont le silence a brisé le bruit. Après la cérémonie, une femme m'approche. Elle hésite, serrant une enveloppe usée. Mrs. Chin, je m'appelle Margaret Coleman. Mon fils était dans le programme de Daniel il y a 5 ans, dans un camp d'été. Mon estomac se serre. A-t-il été blessé? Oui. Mais nous ne l'avons pas cru. Nous pensions qu'il était dramatique, qu'il cherchait des excuses pour arrêter. Après votre histoire est sortie, commence-t-elle à pleurer. Nous lui avons redemandé. Il nous a tout dit. Les châtiments corporels, les abus verbaux, les menaces. 5 ans qu'il porte ça. Je suis tellement désolé. Ne vous excusez pas. Vous avez donné la permission à mon fils de parler. Vous nous avez donné une chance de l'aider à guérir. Elle me tend l'enveloppe. D'autres parents de ce camp. Ils veulent témoigner au procès pénal de Daniel. Il y a 12 noms. Le procès pénal est prévu pour le mois prochain. Daniel est en prison depuis le verdict civil, incapable de payer sa caution après plusieurs violations de son ordonnance de restriction. Il a essayé de contacter l'école d'Emma, a envoyé des lettres à mon travail, a fait en sorte que sa mère essaie de voir Emma. Maître Martinez me dit qu'il est probable qu'il accepte un accord. Les preuves sont accablantes.
Et avec les autres victimes qui se manifestent, admettra-t-il sa culpabilité? Probablement pas, mais il ira en prison. Cela devrait ressembler à une victoire, mais ce n'est pas le cas. Jacob est toujours parti. Emma commence la thérapie la même semaine que moi. Sa thérapeute utilise la thérapie par le jeu, laissant Emma surmonter sa confusion avec des poupées et des dessins. Un jour, elle dessine notre famille, moi, elle et Jacob. Non, Daniel. Où est papa? Demande la thérapeute. Il est en punition pour être méchant, dit Emma d'un ton neutre. Peut-être que quand il apprendra à être gentil, il pourra revenir. Si seulement c'était aussi simple. Ma thérapie est plus difficile. Le docteur Patel ne me laisse pas me cacher derrière mon chagrin. Vous n'arrêtez pas de dire que vous auriez dû savoir, observe-t-elle. Mais vous auriez dû savoir quoi? Que votre mari maltraitait secrètement votre fils exactement au moment où vous pensiez qu'il était un bon père. J'aurais dû voir les signes. Quels signes? Le retrait de Jacob. Vous l'avez vu. Vous avez posé des questions à ce sujet. Jacob et Daniel vous ont tous deux dit que c'était un comportement adolescent normal. Les ecchymoses sur lesquels vous avez posé des questions et auxquelles on a donné une explication raisonnable. J'aurais dû insister davantage. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Je réfléchis un long moment. Parce que j'avais confiance en mon mari. Parce que je pensais être une bonne mère en n'étant pas trop protectrice. Parce que Daniel me faisait sentir que mes préoccupations étaient juste moi qui étais trop émotive. Il vous a fait du gaslighting, dit doucement le docteur Patel. Pendant des années, il vous a convaincu que vos instincts étaient faux. Ce n'est pas de votre faute. Cela prend des mois, mais lentement, je commence à la croire. Le procès pénal est bref. Daniel plaide coupable. 7 ans pour abus aggravés d'enfants ayant entraîné la mort. Aucune admission de culpabilité, mais pas de procès non plus. Pas besoin de faire témoigner Léo à nouveau. Lors de la détermination de la peine, je fais une déclaration sur l'impact des victimes. Mon fils est mort en croyant qu'il était sans valeur. Il est mort en pensant que même l'amour de sa mère n'était qu'une obligation. Il est mort parce que son père, l'homme qui aurait dû le protéger, l'a plutôt détruit morceau par morceau. Je vivrai avec ma culpabilité pour toujours. La culpabilité de ne pas avoir vu, de ne pas avoir su, de ne pas l'avoir sauvé. Mais Daniel vivra avec quelque chose de pire. La conscience qu'il a tué l'esprit de son fils bien avant que Jacob ne se suicide. Jacob n'était pas faible. Il n'était pas une déception. C'était un enfant qui avait besoin d'amour et a reçu de la cruauté à la place. C'était mon bébé et je passerai le reste de ma vie à faire en sorte que sa mort ait un sens. Daniel ne me regarde pas. Il ne l'a pas fait depuis le jour de son arrestation. 1 an passe. Emma commence le CP. Elle va bien. Résiliente de la manière dont les enfants peuvent l'être quand ils sont aimés et soutenus. Elle demande souvent à Jacob et je lui raconte des histoires sur son grand frère qu'il aimait plus que tout. Papa revient bientôt, demande-t-elle un jour. Non, tant mieux, dit-elle et elle retourne à sa coloration. Léo obtient son diplôme de collège en tant que premier de sa classe. Dans son discours, il parle de courage, de parler de Jacob. Il va dans un lycée de l'autre côté de la ville, prêt pour un nouveau départ. Il m'envoie encore parfois des emails pour me donner des nouvelles de sa vie. Il est aussi en thérapie. La fondation que j'ai créée, Briser le cycle, a maintenant des antennes dans 3 États. Nous nous concentrons sur l'éducation des parents sur les signes d'abus émotionnels dans les sports scolaires, sur la différence entre l'entraînement dur et l'abus. L'affaire de Daniel est devenue un compte de mise en garde cité dans les matériels de formation à travers le pays. Je reçois des lettres de parents qui reconnaissent leur propre situation dans notre histoire, d'entraîneurs qui ont réalisé qu'ils avaient franchi les lignes, d'enfants qui se sont enfin sentis assez courageux pour parler. Chaque lettre est à la fois déchirante et pleine d'espoir. Un matin, je range le garage quand je trouve une boîte avec les vieilles affaires de Jacob. Bulletins scolaires, projets artistiques, photos. Au fond, il y a une carte de fête des mères de quand il avait 8 ans. Chère maman, merci de travailler dur pour prendre soin de nous. Je sais que tu es fatiguée, mais tu nous fais quand même des pancakes. Tu es la meilleure maman, même quand tu n'es pas là, parce que je sais que tu m'aimes. Avec amour, Jacob. Même alors, il comprenait. Même alors, il essayait de me faire me sentir mieux à propos de mon travail acharné. Je m'assois sur le sol du garage et je pleure.
Pas les larmes désespérées et coupables de l'année écoulée, mais quelque chose de plus pur. Le chagrin mêlé à l'amour. Le regret mêlé à l'acceptation. Mon téléphone vibre. C'est un message d'un numéro que je ne reconnais pas, Mrs. Chin, je m'appelle Amy. Je suis Schnast. Mon entraîneur me rappelle ce que vous avez décrit à propos de votre mari. J'ai peur de le dire à mes parents. Pouvez-vous m'aider? Je tape immédiatement en retour. Oui, tu es courageuse de m'avoir contacté. Tu n'es pas seule. C'est l'héritage de Jacob. Pas seulement sa mort, mais les voix qui ont trouvé du courage dans son silence. Les enfants sauvés parce que son histoire a finalement été racontée. Cette nuit-là, je rêve de Jacob pour la première fois depuis des mois. Il n'est ni triste ni blessé. Il tire des paniers dans notre allée, rit de quelque chose sur son téléphone. Il lève les yeux et me voit le regarder par la fenêtre. Je t'aime, maman, dit-il sans un bruit. Je t'aime aussi, mon bébé, murmurai-je, et pour la première fois depuis sa mort, je le pense vraiment, sans le poids écrasant de la culpabilité. La vérité est que j'étais une bonne mère qui a été trompée par un manipulateur maître. J'ai travaillé dur pour subvenir aux besoins de ma famille et j'ai fait confiance à mon mari pour partager la charge. Cette confiance a été trahie, utilisée comme arme contre moi et contre Jacob. La vérité est que Daniel était un abuseur qui se cachait derrière le masque d'un père impliqué qui avait convaincu tout le monde, y compris moi, que sa cruauté était de la bienveillance. La vérité est que Jacob était un garçon beau, sensible et talentueux qui méritait mieux que nous deux, mieux qu'un père qui l'a brisé et une mère qui n'a pas vu cela se produire. La vérité est que Léo est un héros qui a risqué tout pour parler pour son ami qui ne pouvait plus le faire. La vérité est que les systèmes ont échoué, que les gens ont détourné le regard, et qu'un enfant est mort à cause de cela. Mais la vérité est aussi que la mort de Jacob a déclenché une conversation qui a sauvé d'autres enfants. Que son silence, enfin brisé, est devenu un rugissement qui a changé les politiques, ouvert les yeux et donné la permission à d'autres victimes de parler. En fin de compte, c'est tout ce que je peux lui offrir. La promesse que sa souffrance a eu un sens, que son histoire pourrait épargner à un autre enfant le même sort. Ce n'est pas assez. Ce ne sera jamais assez. Mais c'est quelque chose. Et parfois, quelque chose est tout ce que nous avons pour nous accrocher dans le sillage de tout cela. Si quelqu'un que vous aimez devenait soudainement retiré et craintif, creuseriez-vous davantage même si tout le monde disait que vous réagissiez de manière excessive? Appuyez sur le bouton j'aime si cette histoire vous a ému et abonnez-vous pour entendre d'autres histoires puissantes sur les vérités qui se cachent derrière les façades parfaites.